À 70 ans, Marie-Dominique Cuglioli révèle enfin pourquoi elle est restée silencieuse pendant près de 40 ans au sujet de son mariage avec Nicolas Sarkozy. Cette femme, longtemps silencieuse, éclipsée par la lumière politique la plus puissante de France, accepte aujourd'hui de raconter pourquoi elle n'a jamais parlé. Ce n'est ni par faiblesse, ni par résignation. C'est à cause d'une blessure précise, profonde, née un soir où son monde s'est effondré sans un mot. Une scène qu'elle n'a jamais oubliée, un instant qui a transformé son silence en armure. Derrière l'image d'une épouse discrète se cache une histoire que la France n'a jamais vraiment entendue. Avant d'être effacée par les récits officiels, elle a été trahie là où aucune femme ne devrait l'être. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris ce jour-là, a tout changé. Aujourd'hui, elle accepte enfin d'ouvrir la porte qu'elle avait verrouillée. Elle raconte comment l'amour est devenu un poids, comment la loyauté est devenue une prison, et pourquoi elle a préféré s'effacer plutôt que d'être détruite. Pourquoi avoir tout gardé pour elle si longtemps? Et surtout, quel est ce moment qui a brisé sa vie et qu'elle n'avait jamais osé dévoiler? Avant de devenir ce visage silencieux que la France a fini par oublier, Marie-Dominique Cuglioli était une jeune femme élevée dans la stabilité, la discrétion et la foi dans la famille. Fille d'un pharmacien respecté, elle a grandi dans un univers où la loyauté était une valeur sacrée et où la parole donnée avait plus de poids que les ambitions personnelles. Rien dans son éducation ne l'a préparée à croiser la route d'un homme en pleine ascension politique. Lorsqu'elle rencontre Nicolas Sarkozy au début des années 80, il n'est pas encore une figure publique. C'est un jeune avocat pressé, déterminé, animé d'une énergie presque fébrile. Elle, avec sa douceur naturelle et son regard calme, devient immédiatement un refuge dans sa vie mouvementée. Il parle vite, rêve grand, veut devenir maire, ministre, peut, être davantage encore. Elle l'écoute, croit en lui, le soutient. Leur histoire semble simple et sincère, comme ses débuts où tout paraît possible. En 1982, ils se marient. Un mariage sobre, sans éclat, fidèle au caractère de Marie-Dominique. Elle espère une vie familiale sereine, un couple construit sur la confiance et le respect mutuel. Ensemble, ils s'installent à Neuilly, berceau de la carrière politique qu'il entreprend avec une rapidité étonnante. Les enfants naissent, Pierre puis Jean, et elle se consacre entièrement à son rôle de mère, persuadée d'être au bon endroit, au bon moment, dans une vie qu'elle pensait durable. Mais peu à peu, quelque chose change. Il rentre plus tard, parle moins, s'isole davantage. Il n'explique rien. Elle ne pose pas de questions. Elle croit à une phase difficile, à la pression du travail, à l'usure naturelle d'un couple engagé dans le rythme politique. Pourtant, au fond d'elle, un malaise sourd commence à grandir. Elle ne le sait pas encore, mais son histoire ne va pas s'effriter doucement. Elle va se briser brutalement. Et c'est dans cette fissure que commence la première blessure, celle que Marie-Dominique n'a jamais vraiment pu refermer. Au début, l'amour entre Marie-Dominique Cuglioli et Nicolas Sarkozy a la douceur simple des couples qui croient encore que la sincérité suffit pour tout tenir debout. Elle l'admire pour son énergie, son ambition presque brûlante. Il admire chez elle cette solidité tranquille, cette présence qui apaise ses excès. Dans les premières années, ils avancent ensemble, convaincus qu'ils bâtissent une famille capable de traverser l'avenir sans vaciller. Elle s'occupe des enfants, il construit sa carrière. Deux trajectoires différentes, mais en apparence parfaitement alignées. Mais derrière cette harmonie se déposent peu à peu des ombres qu'elle ne comprend pas encore. Des déplacements soudains, des soirées prolongées, des appels qu'il préfère prendre dans une autre pièce. Au début, elle se rassure. Il travaille beaucoup, il doit gérer des responsabilités croissantes. Elle refuse de soupçonner, refuse même de s'écouter. Sa nature loyale l'empêche d'imaginer que l'homme qu'elle a choisi puisse s'éloigner autrement que par fatigue. Pourtant, certains détails viennent fissurer cette confiance. Un parfum inconnu sur une veste. Des silences au téléphone lorsqu'elle approche. Un regard absent au milieu d'un dîner. Elle essaie de lui parler, mais il esquive toujours, comme si répondre à ses inquiétudes revenait à reconnaître quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Elle insiste une fois, puis n'ose plus. Elle s'efface un peu plus chaque jour, espérant qu'il reviendra vers elle de lui-même. Ce qu'elle ignore encore, c'est que la distance qu'elle ressent n'est pas une impression. C'est le début de quelque chose de plus profond, de plus destructeur. Une présence féminine circule déjà dans son entourage politique, une silhouette qui attire les regards et que l'on murmure à voix basse. Marie-Dominique ne connaît pas encore son nom, mais elle sent l'existence de cette ombre avant même de pouvoir l'identifier. L'amour qu'elle protège avec tant d'efforts commence à se transformer. Il n'est plus une promesse partagée, mais une zone fragile où elle avance seule. Et bientôt, ce qu'elle soupçonnait à peine va éclater au grand jour, sous les yeux de toute la France. Car ce qui l'attend n'est pas seulement une infidélité, c'est une humiliation publique qui va changer sa vie à jamais.
Le soir où tout bascule n'a rien d'un drame annoncé. Marie-Dominique Cuglioli ferme les volets de la maison familiale, les enfants dorment déjà, et le silence de Neuilly enveloppe le salon comme une couverture familière. Elle allume la télévision simplement pour combler l'attente. Elle ne cherche rien, ne soupçonne rien, elle veut seulement passer le temps avant son retour. Mais ce qui apparaît à l'écran n'est pas un programme anodin. C'est l'image qui va briser la ligne fragile de sa vie. Nicolas Sarkozy, costume sombre, sourire éclatant, se tient au centre d'une cérémonie retransmise en direct. Il célèbre le mariage de Jacques Martin et de Cécilia, sous les projecteurs, devant les caméras, devant toute la France. Le choc est immédiat, glacial, comme si le temps s'était arrêté juste assez longtemps pour lui laisser comprendre ce que son esprit refusait encore d'admettre. Elle connaît ce sourire, elle connaît ce regard, celui qu'il réservait autrefois au moment de fierté sincère. Mais à cet instant, il n'est plus pour elle, il n'est plus à eux. Il appartient déjà à une autre histoire, une histoire à laquelle elle n'a jamais été invitée. Elle ne pleure pas. Elle reste immobile, debout au milieu du salon, incapable de détourner les yeux. Elle observe chaque détail, chaque geste, chaque expression qu'il laisse échapper devant les caméras. Il ne joue pas la comédie. Il n'a pas l'air d'un homme qui accomplit un simple devoir d'élu. Il semble heureux, presque trop. Comme si cette scène, cette femme, ce moment, représentait quelque chose de plus profond que ce qu'il lui avait toujours affirmé. Le doute n'a plus de place. Il n'y a plus de supposition. Il n'y a plus de silence pour amortir la vérité. Ce qu'elle ressent à ce moment précis n'est pas une trahison ordinaire, mais une humiliation publique. Non pas une douleur privée que l'on soigne à huis clos, mais une blessure exposée au monde entier. Lorsqu'il rentre plus tard dans la soirée, elle ne sait pas si elle doit parler. Elle a préparé des phrases, tenté de trouver des mots justes, mais rien ne vient. Il entre, pose son manteau, salue distraitement, passe à côté d'elle comme si elle n'était qu'une présence familière, pas une femme en train de s'effondrer. Elle se décide finalement à aborder le sujet. Sa voix tremble à peine, mais lui il répond par des sourires forcés et des gestes trop rapides. Il minimise tout. Il parle d'un service professionnel, d'une obligation officielle, d'un rôle qu'il devait tenir. Il évite son regard, il détourne la conversation, il ne reconnaît rien. Il ne voit pas qu'elle a tout vu. Lorsqu'elle insiste, il devient plus tranchant. Il lui reproche sa sensibilité, la juge excessive, lui affirme qu'elle se fait des idées, qu'elle exagère, qu'elle ne comprend pas la vie publique. Ce renversement la frappe plus fort que l'image de la télévision. Ce n'est plus seulement la trahison d'un mari, c'est un déni, un effacement de ce qu'elle éprouve, comme si la douleur qu'elle ressentait n'avait aucune légitimité. Les jours suivants renforcent cette impression d'être une étrangère dans sa propre maison. Les appels sont plus fréquents, les absences plus longues. Les voyages soudains deviennent une routine, et ses explications ressemblent à des phrases récitées sans conviction. Elle continue à s'occuper des enfants, à maintenir la façade, à faire tenir le foyer que lui traverse à peine. Il y a des nuits où elle l'attend tard, préparant mentalement les questions qu'elle voudrait lui poser. Mais lorsqu'il franchit la porte, épuisé ou simplement distant, elle n'ose plus. L'écart est devenu trop grand. L'homme qu'elle connaissait autrefois semble s'être évaporé derrière des priorités auxquelles elle n'a plus accès. Dans leur entourage, les murmures commencent à circuler. Certaines amies tentent de la prévenir, d'autres se taisent par compassion ou par maladresse. Elle refuse d'écouter. Elle tente de protéger ce qui peut encore être protégé. Elle espère au fond qu'il reviendra vers elle, qu'il comprendra la violence qu'elle a subie en découvrant cette scène devant toute la France. Mais rien ne change. Au contraire, la situation s'aggrave. Il s'éloigne encore, ne partage plus rien, ne s'intéresse plus à ses inquiétudes. Elle devient une silhouette dans sa vie. Une présence utile pour les apparences, pour les enfants, mais qui n'a plus sa place dans ses pensées. Un dimanche matin, alors que les enfants jouent dans le jardin, elle l'observe rassembler quelques affaires. Il part en voyage, dit-il, un déplacement professionnel prévu depuis longtemps. Elle ne pose plus de questions. Elle lui dit simplement de faire attention à lui, comme elle l'a toujours fait. Mais au fond, elle sait déjà que ce voyage n'est pas pour elle, pas pour eux, pas pour la famille qu'ils ont construite. Elle l'accompagne du regard jusqu'à la porte, incapable de prononcer ce qu'elle ressent. Ce jour-là, elle comprend que son silence n'est plus une attente. C'est une reddition émotionnelle. Elle pourrait éclater, elle pourrait hurler, elle pourrait faire ce que tant d'autres auraient fait à sa place. Mais Marie-Dominique Cuglioli ne réagit pas ainsi. Son éducation, son sens du devoir, sa pudeur la retiennent. Elle choisit le silence comme une protection. Un choix que personne ne comprend à l'époque, mais qui deviendra essentiel pour préserver sa dignité. Lorsque la séparation devient impossible à éviter, elle accepte, pas par résignation, pas par faiblesse, mais parce qu'elle sait qu'il n'y a plus rien à sauver. L'homme qu'elle avait aimé n'existe plus. Les médias n'en parlent pas. Les journaux ne murmurent rien. Tout se fait dans l'ombre pour ne pas déranger l'ascension politique fulgurante qu'il poursuit.
Elle se retrouve seule à Neuilly, avec 2 enfants et un vide immense. Puis un autre silence s'installe. Un silence plus violent encore que celui qu'elle a choisi. Celui imposé par la société, par les médias, par la machine politique qui décide ce qui doit être visible et ce qui doit disparaître. Son nom cesse d'être mentionné. Les photos se raréfient, les archives la contournent. Elle n'est plus un chapitre. Elle devient une note de bas de page, puis même cette note disparaît. Elle se voit effacée méthodiquement, comme si l'histoire avait décrété qu'elle n'était qu'une parenthèse sans importance. C'est dans cette période qu'elle commence à comprendre que son silence n'est pas seulement une réaction personnelle, c'est une nécessité. Si elle parlait, si elle dénonçait ce qu'elle avait vécu, si elle révélait ce qu'elle savait, elle deviendrait immédiatement une arme contre lui. Tout serait interprété comme une revanche, comme une attaque calculée, comme un scandale destiné à détruire l'image d'un homme en pleine conquête du pouvoir. Elle refuse d'endosser ce rôle, elle refuse d'être utilisée par la presse, par l'opposition, par qui que ce soit. Elle refuse aussi d'exposer ses enfants à une guerre médiatique qui les marquerait à vie. Elle sait qu'un mot de travers pourrait suffire à déclencher une tempête dont personne ne sortirait indemne. Son silence devient alors une forme de loyauté, certes douloureuse, mais profondément humaine. Une loyauté qui ne protège plus son couple, mais protège sa famille. Une loyauté qui la brise en silence, mais qui préserve ses fils d'une exposition destructrice. Elle décide de s'effacer pour qu'eux ne soient pas déchirés entre 2 versions de la vérité. Les années passent. Nicolas Sarkozy grimpe les échelons. Ministre, président de l'UMP, président de la République. Et elle vit dans une discrétion totale. Elle regarde la France s'enthousiasmer, se diviser, commenter ses actions, ses discours, ses mariages successifs. Son nom ne réapparaît nulle part. Et il n'est plus question d'elle. Elle n'existe plus dans le récit national. Elle devient une ombre silencieuse derrière une figure publique qui a pris tout l'espace. Mais malgré toutes ces années, elle garde ses souvenirs, les bons, les mauvais, les injustes. Elle garde des lettres, des notes, des mots qu'elle n'a jamais prononcés. Non pas pour se venger, mais pour continuer à exister à ses propres yeux. Elle refuse de disparaître entièrement, même si la société semble l'avoir déjà oubliée. Et puis, un jour, à 70 ans, tout change. Un journaliste indépendant lui demande un entretien. Pas une émission sensationnaliste, pas une polémique, pas un piège. Une simple conversation. Elle hechte long temps. Elle repousse la rencontre, puis finit par accepter. Elle sait qu'elle ne peut plus porter seule ce silence. Elle a besoin de dire ce qu'elle n'a jamais pu dire. Non pas pour détruire quelqu'un, mais pour se libérer. Lorsqu'elle décide enfin de parler, sa voix est douce, presque fragile, mais d'une vérité implacable. Elle raconte ce soir-là devant la télévision. Elle raconte la douleur, la solitude, l'effacement. Mais surtout, elle raconte la raison de son silence. Elle dit qu'elle s'est tue pour protéger ses enfants, qu'elle s'est tue pour ne pas devenir une arme politique, qu'elle s'est tue pour ne pas être déformée, ridiculisée, utilisée. Elle dit qu'elle s'est tue parce que dans une époque gouvernée par l'image, une femme blessée n'a aucune place. Elle dit qu'elle s'est tue parce que parler aurait détruit bien plus que son mariage, et que parfois le silence est le seul moyen de sauver ce qui reste. À la fin de l'entretien, elle prononce une phrase simple, presque murmurée. « Je me suis tue pour ne pas perdre ce qui me restait. Je parle aujourd'hui pour ne pas disparaître. » Cette phrase résume 40 ans de douleur, de dignité, de survie intérieure. Et soudain, son histoire prend un sens nouveau. Ce n'est plus une femme trahie, ce n'est plus une épouse oubliée. C'est une mémoire que l'on a voulu effacer et qui revient pour réclamer sa place. Après des années de silence, Marie-Dominique Cuglioli se retrouve face à elle-même, face à une vie qu'elle n'a jamais vraiment racontée. Lorsque ses fils grandissent et quittent le foyer, un espace inattendu s'ouvre en elle. Un espace qu'elle n'avait jamais eu le droit d'occuper. Pendant longtemps, elle ne savait plus qui elle était sans le rôle d'épouse, sans celui de mère, sans l'ombre politique qui s'était imposée autour d'elle. Maintenant, pour la première fois depuis des décennies, elle respire autrement. C'est pas encore de la paix, mais c'est un début. Elle commence à écrire, pas un livre, pas une confession publique. Ce sont des pages pour elle, des morceaux de souvenirs, des phrases qu'elle n'a jamais dites. Dans ces lignes fragiles, elle retrouve sa propre voix. Une voix calme, posée, qui ne cherche pas la vengeance, qui cherche seulement la vérité intérieure. Elle écrit pour se rappeler qu'elle a existé au-delà du silence auquel elle a été condamnée,
Le jour où elle accepte l'entretien avec ce journaliste indépendant, quelque chose change en profondeur. Ce n'est pas un geste contre Nicolas Sarkozy, ce n'est pas un acte de révolte, c'est une affirmation de soi. Elle ne veut plus être la femme qu'on a oubliée. Elle veut être la femme qui a traversé, qui a résisté, qui a survécu à l'invisibilité. Cet entretien est pour elle une délivrance. Elle raconte sans trembler, sans colère, sans amertume. Elle se raconte simplement avec une honnêteté qui touche parce qu'elle ne cherche rien à obtenir. Quand elle publie finalement son livre, Ma vérité, elle n'attend aucun retentissement. Pourtant, son récit trouve un écho immense. Non pas pour ce qu'il révèle sur un ancien président, mais pour ce qu'il dit sur une femme que la société avait effacée. De nombreuses femmes lui écrivent, des inconnus, des mères, des épouses, des femmes silencieuses comme elle. Elles lui disent qu'elles se reconnaissent dans sa retenue, dans son courage tranquille, dans cette façon d'exister malgré tout. Marie-Dominique découvre qu'en racontant son histoire, elle a libéré bien plus qu'elle-même. Elle a libéré une vérité collective. Sa renaissance n'est pas spectaculaire, elle n'est pas médiatique, elle est intérieure, profonde, presque spirituelle. C'est la renaissance d'une femme qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui refuse désormais l'oubli. C'est la renaissance d'une voix que personne n'attendait plus, mais qui résonne aujourd'hui avec une force inattendue. Lorsque la parole de Marie-Dominique Cuglioli commence à circuler, elle provoque un mouvement inattendu. Son histoire, longtemps enfermée dans une intimité douloureuse, devient un miroir tendu à la société française. Ce qu'elle raconte ne choque pas par des révélations spectaculaires. Ce qui bouleverse, c'est la sobriété. C'est cette dignité silencieuse qui révèle une vérité plus vaste que sa propre vie. Les femmes qui se reconnaissent en elle ne voient pas seulement la première épouse oubliée d'un homme politique. Elles voient un destin qui ressemble au leur. Elles voient une femme effacée par les récits officiels, une femme sacrifiée à la réussite masculine, une femme dont la présence a été jugée trop discrète pour entrer dans l'histoire. Les sociologues, les journalistes, les écrivaines s'emparent de son témoignage. Ils y trouvent une illustration flagrante de la manière dont les mémoires féminines disparaissent des pages publiques, tandis que les hommes, eux, y tracent leurs ascendances sans laisser de place aux ombres qui les ont portées. L'histoire de Marie-Dominique devient alors un cas d'école, un exemple étudié dans les débats sur la place des femmes dans les sphères du pouvoir. Sa voix, longtemps étouffée, obtient une légitimité nouvelle. Non pas celle de la revanche, mais celle du rappel nécessaire. Dans les foyers, son récit ouvre des discussions que l'on n'avait jamais osé avoir. Des mères parlent à leurs filles, des femmes parlent à leurs compagnes. On interroge la manière dont la société valorise le succès masculin en oubliant les sacrifices invisibles qui l'accompagnent. Marie-Dominique ne revendique rien, pourtant elle change quelque chose. Son héritage n'est pas un affrontement. C'est une présence retrouvée. Une empreinte douce, mais tenace, posée sur la mémoire collective. Aujourd'hui, à 70 ans, Marie-Dominique Cuglioli ne cherche plus à comprendre le passé. Elle ne cherche pas non plus à le réécrire. Elle l'accepte avec une lucidité qui force le respect. Ce qu'elle a vécu, elle ne le renie pas. Ce qu'elle a perdu, elle ne le réclame plus. Elle a simplement choisi de retrouver sa place dans une histoire qu'il avait effacée. Non pour juger, mais pour être entendue. Sa vérité n'est pas un cri. C'est un souffle qui remonte des profondeurs. Un souffle qui dit qu'une femme peut se taire, par amour, par loyauté, par peur, mais qu'elle ne disparaît jamais vraiment. En partageant enfin ce silence qui l'avait enfermée, elle offre bien plus qu'un témoignage personnel. Elle offre une leçon de dignité. Elle rappelle que la mémoire d'une femme n'est pas une note de bas de page. Elle appartient au récit autant que celle des hommes qu'elle a soutenus. Et dans cette parole tardive, il y a une force tranquille, une lumière retrouvée. Aujourd'hui, Marie-Dominique ne demande ni excuse, ni reconnaissance. Elle demande seulement que l'on se souvienne qu'elle a existé, qu'elle a aimé, qu'elle a gardé la tête haute malgré la tempête. Et peut être est-ce là la plus belle victoire silencieuse d'une vie entière.